suis maître composteur. Et mon fait d'armes, c'est d'avoir été le pionnier du compost anti-immeuble à Paris, puisqu'il y a 13 ans, j'ai lancé cette initiative dans mon immeuble et c'était la première fois que ça se faisait dans la capitale. Donc depuis, effectivement, j'accompagne des collectivités, des bailleurs, des entreprises dans cette gestion des biodéchets. Donc j'ai un peu de retour d'expérience et j'ai aussi d'ailleurs écrit un livre qui s'appelle Composter en ville chez Rustica. Alors, Jean-Jacques, première question, hein, là on est vraiment dans le… Voilà. Mais après, bon, on verra d'autres choses aussi. Euh, pourquoi, pourquoi on va avoir recours au compostage dans une copropriété? Parce qu'une copropriété, c'est pas forcément orienté bio. Les gens voient la gestion de leurs déchets chacun individuellement. Oui, oui. Donc, qu'est-ce qu'il va faire qu'on va faire ça? Déjà, ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'on a à peu près un tiers de notre poubelle qui est composée de ces biodéchets. Et c'est des biodéchets qui, dans la poubelle, sont pas obligatoirement très bons. Donc, ça peut avoir déjà un intérêt de les composter. C'est, comme vous l'avez dit, un geste écologique qui parle quand même à de plus en plus de gens. Hein. Il y a même une pression un peu sociétale pour que ça soit mis en place. Et puis, si on ne le faisait que par obligation, il faut se rappeler qu'au 1er janvier 2024, il y a de toute façon une obligation de trier la matière organique et de les traiter biologiquement. Donc, les collectivités doivent, pour le 1er janvier 2024, mettre au service du citoyen un outil pour pouvoir trier et composter ces déchets. Et ça peut bien sûr être par le compostage de proximité à l'intérieur de la résidence. D'accord. Alors, et puis, attendez, j'ai oublié, une petite cerise sur le gâteau, si l'écologie ne vous parle pas du tout, ça va créer du lien social. Et moi, quand j'ai lancé il y a 13 ans dans mon immeuble, je n'ai pas du tout imaginé que ça pouvait créer autant de lien social dans la vie au quotidien. alors plus précisément, parce que j'écoutais sans écouter parce que je regarde 50 trucs à la fois. Qu'est-ce qu'on va recycler? Parce qu'on ne peut pas tout recycler. Alors, dans l'absolu, tout ce qui est issu du vivant peut se composter, mais c'est vrai qu'assez souvent, notamment en ville, on exclut la viande, le poisson, le fromage et le pain, parce que ça peut générer des odeurs un petit peu plus fortes. Donc, qu'est-ce qu'on va composter? On va composter les fruits et légumes, crus ou cuits. On va composter les restes de riz et de pâtes, enfin de féculents, le café, le thé, les noyaux, les coques, les coquilles d'œufs et les bouquets de fleurs. Donc, ça fait déjà pas mal d'éléments à mettre dans son composteur. D'accord. Alors, est-ce que avant d'arriver au réceptacle du compostage dans le lieu commun qu'on aura choisi, est-ce qu'il faut être équipé un peu chez soi aussi? Est-ce qu'il faut faire un premier tri? Alors, on le verra, mais en général, les collectivités vous équipent d'un petit bio-seau, un petit seau de 5 à 7 litres. Vous pouvez très bien prendre une poubelle de table pour faire ce tri préalable. Et donc, vous irez 1 à 2 fois par semaine vider le contenu de ce bio-seau dans des composteurs. Donc, en général, en collectif, on utilise 3 composteurs qui sont en général de 600 litres. C'est un peu la capacité moyenne qu'on utilise. Le premier bac est composé de matière sèche, notamment du broyat, du bois broyé ou alors des feuilles d'automne stockées. Donc, c'est intéressant parce que un deuxième déchet de la résidence va pouvoir comme ça être intégré et devenir une ressource alors qu'il n'était qu'un déchet. Donc, premier bac, la matière sèche. Deuxième bac, le bac d'apport, là où vous allez intégrer, verser vos biodéchets. Et le troisième bac, ce sera pour la maturation, c'est-à-dire que quand le premier bac sera plein, on fera un transfert vers ce bac de maturation, non seulement pour vider la place, mais aussi pour faire un contrôle et réhomogénéiser, réoxygéner l'ensemble de nos biodéchets. D'accord. Alors, on a déjà des petites questions qui arrivent ici ou là. Simplement, parce que on a parlé tout à l'heure d'odeur. On a parlé d'odeur, de nuisance. Mais est-ce que de tout mettre, toutes ces matières végétales, etc., les mettre dans un endroit, est-ce que finalement, ça ne va pas être pire? Alors non, parce qu'on les met d'une certaine façon et on va tout simplement copier ce que fait la nature. Dans la nature, quand vous vous promenez en forêt, ça ne sent pas mauvais. Donc un compost bien mené ne sent pas. Donc il y a un mode d'emploi, il y a une recette de cuisine. Et c'est pour ça que nous, maîtres composteurs, en général, on accompagne ces projets-là pour que ça se passe dans de bonnes conditions. Il ne faut pas avoir fait l'ENA pour faire un bon compost, mais il y a quelques recettes de base. Et nous, on est là pour les donner, les rappeler et vérifier que tout va bien. D'accord. Donc voilà, à nouveau, je le répète de façon péremptoire, un compost bien mené ne sent pas. Mais clairement, ce n'est pas un pourrissoir. Ce n'est pas une poubelle dans laquelle on vide son bio-seau et on s'en va. On va demander aux gens de vider leurs biodéchets,
de les mélanger un petit peu avec la couche inférieure et de rajouter la fameuse matière sèche dont j'ai parlé. Et c'est comme ça que ça va bien se passer. Alors là, on a Jean-Paul qui est très motivé et il nous demande s'il y a déjà beaucoup d'immeubles qui s'y sont mis, parce que lui, il veut savoir s'il y en Bon, a d'autres qui l'ont déjà fait pour pouvoir le faire. oui, Donc, alors, ouais, je sens bien que vous avez besoin d'être rassuré, mais je vous donne juste un chiffre. À Paris, il y a 600 immeubles qui compostent en pied d'immeuble. Donc, si ça se passait mal, ça se saurait, et ça fait un moment qu'on aurait abandonné. Enfin, ça fait plus de 10 ans que Paris composte, et toutes les villes petites ou grandes, maintenant, s'y sont mises de toute façon. d'accord. Alors, on a aussi Jean-Paul, toujours, hein, qui nous demande, est très, très motivé. Il nous dit, mais bon, est-ce que c'est valable dans le secteur privé? Est-ce que c'est valable dans le social pour les HLM? Est-ce que tout le monde en fait du compost? Tout le monde en fait. Nous, on accompagne. Enfin, moi, j'habite chez un bailleur social, en l'occurrence, mais j'accompagne tous les jours des immeubles dans Paris. Et il y a autant d'immeubles privés que d'immeubles de bailleurs sociaux, bien évidemment. Ce qu'il faut, c'est de la volonté. On a besoin de un ou deux locataires ou copropriétaires qui va prendre le leadership, être le fameux référent de site de compostage. C'est pas lui qui va se taper tout le boulot, mais ça va être un peu le gentil organisateur qui va faire prendre la mayonnaise et emmener tout ce beau monde dans ce projet sympathique. D'accord. Alors, bon, Jean-Paul, il nous dit que 3 bacs, c'est très encombrant et qu'il y a des immeubles qui n'ont pas du tout la place physique de les placer en partie commune. Alors, Alors, il faut être clair. Hein. Je veux dire, il y a un moment, pour le faire dans de bonnes conditions, il faut avoir, on va dire, un espace de 5 mètres sur 2 mètres, on va dire, voilà, 10 mètres carrés, pleine terre, pour pouvoir poser ses bacs. Pourquoi pleine terre? Parce qu'on a besoin que la vie, toutes les bébêtes, les détritivores du sol, à un moment viennent coloniser nos déchets pour les décomposer. Et on a besoin d'être aussi en pleine terre, puisque tous les jus hein, vont pouvoir percoler dans le sol, puisque bah, nos déchets alimentaires sont composés majoritairement d'eau. Donc, il y a bien sûr des endroits où on ne peut pas le faire. C'est vrai qu'à Paris, qui est une ville très dense, on n'a pas toujours la place. Donc, on le fait là où on peut. Ensuite, quand on ne peut pas le faire dans son immeuble, il y a d'autres solutions, notamment les compostages de quartier qui sont en train de se développer. mhm. D'accord. Bah, je pense qu'on a répondu à Jean-Paul, hein. Là, Oui. là-dessus, il a eu toutes ses réponses. Alors moi, je voulais juste savoir un petit peu, bon, sur le plan, puisqu'on est en copropriété, il faut toujours Oui. une décision d'assemblée générale, il faut toujours une décision collective pour mettre ça en place. Est-ce que ça peut bloquer en assemblée générale quand on présente un projet comme ça? Alors déjà, pour moi, je ne pense pas qu'il y ait une obligation d'aller en assemblée générale. Pour moi, il faut au minimum une décision du conseil syndical hein, qui prend entre deux assemblées générales des petites décisions. Et installer un compost, à mon sens, c'est une petite décision. C'est un bien meuble qui peut s'enlever aussi rapidement qu'on l'a installé. Hein. On n'est pas en train de construire une fondation, un mur ou un truc comme ça. Mais c'est vrai qu'on peut aller en assemblée générale. Donc si on va en assemblée générale, bien sûr, on explique le projet dans la convocation. Et je le rappelle aussi parce que je sais que certains syndics ont parfois demandé des doubles majorités. C'est une petite décision, donc c'est bien sûr une simple majorité qui est demandée pour ce projet. D'accord, parce oui, c'est ça, parce qu'il y a quand même un petit budget, il faut investir là-dedans. Alors, Ça coûte cher, ça, Jean-Jacques? ça coûte en général rien aux copropriétés parce que la plupart des collectivités qui ont eu la mission de gérer les déchets subventionnent et accompagnent ce type de projet. Donc en général, les collectivités, elles vont vous fournir les bacs, elles vont fournir les petits bioseaux, les petits seaux que chacun aura dans son appartement. Elle va fournir quelques accessoires et surtout, elle va fournir l'accompagnement. Donc moi, quand je travaille par exemple pour la ville de Paris, et ma mission lorsque je vais dans un immeuble, c'est tout d'abord de faire un audit pour voir si effectivement techniquement il y a la place, si on voit que toutes les conditions sont remplies. Et ensuite, je vais revenir le jour de l'installation du matériel, je vais monter les bacs avec les gens, qui est une manière de créer déjà du lien social, expliquer le mode opératoire, et je reviendrai encore 3 fois pour voir si tout se passe bien et faire avec les personnes les premiers gestes pour qu'ils apprennent à les faire, et ensuite, ils seront autonomes. C'est très important, cet accompagnement. L'ADEME, hein, l'Agence de la transition écologique, est très ferme là-dessus. Un projet bien accompagné est un projet qui sera pérenne. Donc, bah, en fait, ça a répondu à ma dernière question, puisque ma dernière question, c'était est-ce qu'on peut avoir des aides des collectivités locales? Yes! Voilà, en général, voilà, ça coûte rien. Je vais dire, qu'est-ce que ça coûte? Ça va vous coûter éventuellement l'apéro compost, puisque c'est aussi quelque chose sur lequel on insiste. À chaque fois, aussi bien le lancement, la récolte de compost, le premier transvasement, on en profite pour faire un apéro compost. Donc, c'est un peu une fête de l'immeuble qui revient comme ça régulièrement. Et c'est intéressant parce qu'on a besoin d'un lien régulier
entre les participants. Et moi, j'ai le souvenir que le jour de l'inauguration de notre compost, il y a plein de gens qui étaient présents que je ne connaissais pas et qui sont devenus des amis. Voilà. Alors, peut-être encore une petite question, Jean-Jacques, parce qu'une fois qu'on a ce beau compost qui est prêt à être utilisé, qu'est-ce qu'on en fait? Parce qu'on a peut-être des espaces verts, on a peut-être déjà un jardinier, peut-être Ouais. qu'on a plus de production que de besoins. Qu'est-ce qui se Alors, passe? non, en général, non, puisque bon, c'est ce qu'on appelle du compostage citoyen. Les gens sont très fiers de composter leurs biodéchets et ils sont aussi très fiers de le récupérer. Alors, tout le monde n'a pas des terrasses, mais la plupart des gens ont quelques plantes d'intérieur. Donc, on va d'abord se le distribuer entre coproducteurs. Il y a une vraie fierté de récupérer ce compost. Et si vraiment il en reste, on a toujours des espaces verts quand même dans l'immeuble qui ont besoin de vie, puisque le compost, c'est avant tout un concentré de vie. Donc, on pourra le mettre au pied des arbustes, au pied des plantes, au pied des rosiers, des fleurs, et pourquoi pas même au pied des arbres et même sur la pelouse si elle a besoin d'être régénérée. Donc, en général, dans un immeuble, si on a trouvé la place pour l'installer 3 bacs, on a largement la place aussi pour l'utiliser. Et ce qui vous fera faire éventuellement une économie de produits engrais, puisque là, vous produirez un engrais naturel. Ah bah oui, c'est bien ça l'objectif. J'avais juste encore une question parce que je me la suis posée. Ça prend du temps pour que ça soit vraiment Alors, actif et qu'on puisse dire, bah, ça y est, alors, c'est bon. alors, la force du collectif, c'est que parce qu'on est nombreux, le compostage va marcher beaucoup mieux que dans un jardin individuel. On va d'ailleurs avoir une montée en température dans les bacs. Ça peut monter jusqu'à 80 degrés. Donc, il ne faut pas avoir peur de ça. C'est tout simplement l'effet de la nature et le travail des bactéries. Et donc, en compost en pied d'immeuble, on va dire qu'on va avoir du compost mûr en 8 mois, 8, 9 mois. Alors qu'on est plutôt sur un cycle d'1 an en maison individuelle. D'accord. Et après, alors ça pousse du tonnerre, j'imagine. On a des plantes magnifiques. Non seulement ça pousse du tonnerre, mais assez souvent, dans ces immeubles-là, les gens se disent, mais ce compost qui est plein de vertus, peut-être qu'on pourrait l'utiliser pour un jardin partagé. Et en l'occurrence, c'est ce qui s'est passé dans mon immeuble. 2 ans après avoir lancé le compost, on a lancé un jardin partagé. Bon, bah Donc, voilà. Donc la prochaine fois, on parlera du jardin partagé ensemble, Jean-Jacques. sans souci, puisqu'effectivement, Suite du feuilleton. c'est une autre casquette que j'ai de créer et d'accompagner des jardins partagés pour les bailleurs. Surtout, voilà, moi je dis toujours, nous les maîtres composteurs, on est là pour vous rassurer. Il y a souvent des craintes qui ne sont pas fondées. Donc voilà, n'ayez pas peur, tout va bien. C'est que du bonheur, comme on dit à la télévision maintenant. Voilà, donc je pense que je vais donner vos coordonnées à Jean-Paul parce qu'il a l'air vraiment au taquet là. Ok. Il est prêt, il est prêt. Bon, bah merci pour Merci à tout, vous. merci pour toutes ces explications. J'espère qu'on aura l'occasion de se revoir à d'autres rendez-vous. Et puis Avec bien plaisir. sûr, on vous dit à très vite. Merci Jean-Jacques, à bientôt. Merci, très bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Alors voilà, on a fait passer Jean-Jacques, vous l'avez compris en premier, parce que Jean-Jacques, il avait un impératif et qu'on avait plein de questions à lui poser. Maintenant, on est entre nous, donc ça va être peut-être un peu plus, plus facile aussi et moins tendu pour que tout le monde puisse s'exprimer. Donc on va partir là, on va démarrer sur la société utile et agréable. Donc on a Mokrane. On a Mokrane Tilouta qui est avec nous. Et donc, on ouvre le micro, on déverrouille le micro. Donc, alors, bon, là, on a voulu faire quelque chose de logique dans cette présentation pour que, voilà, on libère aussi toutes les questions qui viennent forcément. Donc, le compostage, c'était quelque chose quand même de très particulier, d'innovant, de nouveau, d'écolo, etc. Donc, bon, c'est vrai qu'à la limite, on en a parlé de ça dès le départ, parce que, bon, ça va avec rien d'autre. Hein, donc, c'est du déchet aussi, mais c'est quand même très particulier. Là, on est vraiment sur l'entreprise de propreté qui va être spécialisée dans le nettoyage et dans l'entretien des immeubles. Alors, un petit mot déjà, Mokrane, pour présenter cette société utile et agréable. Bonjour à tous, merci de me recevoir d'ailleurs, d'avoir sollicité. Utile et agréable, donc c'est très rapidement, c'est une société spécialisée dans l'entretien des parties communes d'immeubles. Donc c'est une société familiale qui a été fondée en 1985 par M. Fitoussi et qui a été repris par Mme Aurélie Boileau Fitoussi en
depuis 2015. Donc voilà, grosso modo, pour quelques chiffres, Utile c'est 3000 immeubles en contrat, à peu près 22,8 millions d'euros de chiffre d'affaires et 800 salariés, surtout Paris-Île-de-France, et on travaille en particulier avec des syndics de copropriété. Donc voilà. Bah ça, c'est important c'est le sujet, donc il vaut mieux travailler avec les, avec les copropriétés. C'est ça, exactement. Ça, c'est important. Alors, moi, j'ai quelques questions aussi, mais après, bon, je ne vais pas poser toutes les questions parce Bien que là, sûr. on a du temps et donc on reviendra sur d'autres questions, mais on va faire parler tout le monde, comme ça évitera qu'il y en ait qui Il n'y a aucun attendent. souci. Voilà. Alors, juste une question quand même tout de suite, Mokrane. Oui. Dans quelle mesure et pourquoi on va faire appel à une entreprise de nettoyage en copropriété? Parce que ce n'est pas forcément une évidence pour tout le monde. Oui, alors, en gros, on va faire appel à une société de nettoyage. Il y a plusieurs raisons. Il y a vraiment de nombreuses raisons. Donc, puisque la première chose, c'est que vous allez faire appel à une société professionnelle, donc, qui a une expertise dans l'entretien des parties communes d'immeubles. Donc ça, déjà, c'est une première chose. Ça rassure, toujours. Il y a le fait aussi d'être libre, puisque lorsque vous allez passer par une société de ménage, d'entretien, vous n'allez pas forcément être bloqué, entre guillemets, que lorsqu'on a un employé d'immeuble qui intervient ou un gardien. Une société de ménage, c'est vrai que c'est un contrat, donc on est libre de changer, de contracter comme on veut. Donc voilà. La souplesse et la flexibilité aussi des prestations et des contrats, puisque lorsque vous faites appel à nous, par exemple, vous pouvez changer à tout moment de contrat ou de prestation, de fréquence. On est là pour rendre service, et on est là pour les clients. Donc on verra un petit peu après, justement, plus précisément, voilà, le type de contrat que vous allez mettre en place avec la copropriété. Ouais. Donc, j'ai plein de questions. Mokrane, on va revenir après vers vous. On va juste ouvrir le micro de Franck Dabi. Bonjour. Bonjour. Alors là c'est important quand même qu'on précise un petit peu qui vous êtes. Donc, vous êtes le gérant de l'entreprise L'As du Nuisible. Et là, donc alors, c'est pas parce qu'on ne fait pas forcément bien le ménage qu'on va avoir des nuisibles. Les nuisibles, ils sont là de toute façon. On en reparlera, Mokrane, après, parce qu'il se dit, mais oh là là, voilà, on va pas remettre en question mon travail quand même. Non, les nuisibles, ils sont là partout. Et donc, il y a des entreprises qui existent depuis très longtemps. Alors, ces entreprises, bon, en général, on les appelle les entreprises aussi hygiène 3D. Pourquoi le 3D? Parce que on a la désinsectisation, la dératisation, la désinfection, etc. Donc, voilà, il y a des gros sujets dans le nuisible. Et la société du nuisible, elle est spécialisée. Donc, elle lutte contre les nuisibles à Paris et en Île-de-France. Alors, Franck, un petit mot sur la société. Très bien, bonjour à tous. Du coup, je me présente, je suis Franck Dabi, le responsable de la société L'As du Nuisible. Ça fait maintenant quelques années qu'on intervient dans la dératisation et la désinfection auprès des professionnels, des particuliers et des copropriétés, des syndics de copropriété. Très rapidement, on est passé du statut d'entrepreneur à société, puisqu'il y a eu un vrai boom. Et on est parti d'un constat, finalement, c'est que les entreprises, les particuliers avaient deux besoins. Un besoin de réactivité, un second besoin de suivi et de l'efficacité. Ce que j'entends par là, c'est qu'il n'est pas possible pour un particulier ou pour un professionnel d'entendre son prestataire dire « Écoutez, vous avez des cafards, vous avez des pigeons, vous avez un nid de guêpe ou un nid de frelon, il n'y a pas de problème. Dans 3 semaines, on vous envoie un technicien pour faire un diagnostic. Et après le diagnostic, faudra attendre encore 2 semaines pour vous envoyer quelqu'un. » Ce que les personnes attendent, c'est « J'ai un problème, on vient sur place, on fait un devis, on fait un diagnostic. Si le devis est validé, on peut faire le traitement sur place, le jour même, voire le lendemain. » Et ça, c'est a priori le retour d'expérience et de nos clients, c'est la chose la plus importante, parce que quand on a un problème, c'est comme si on était serrurier et qu'on dise à la personne très bien, vous êtes à la porte, on vous enverra quelqu'un demain ou après-demain pour faire un devis, et une fois que vous avez validé le devis, dans 3 jours ou 4 jours, on vous enverra un serrurier pour réparer votre porte.
c'est juste pas possible. Alors, tout à fait. Et simplement, ce que je voulais dire aussi, Franck, c'est que c'est vraiment deux entreprises qui ont des compétences et des savoir-faire très différents. L'entretien, c'est un métier et la lutte Alors contre les souvent, nous, nuisibles, c'en est un autre. Voilà. Alors en fait, on appelle ça technicien, applicateur, hygiéniste. Pourquoi? Parce qu'il faut avoir des notions d'hygiène. On travaille souvent en collaboration étroite avec des entreprises de ménage ou d'hygiène qui interviennent sur les copropriétés, sur les immeubles ou pour les particuliers, dans le sens où c'est eux qui vont faire dans un premier temps l'hygiène, l'entretien de l'immeuble sur la partie ménage et autres. Et quand il y a des problèmes, il nous faut remonter les informations et nous, on va traiter. En fait, les systèmes de ménage, elles font l'entretien, elles font le ménage. Et dès qu'il y a des problèmes de rongeurs ou d'insectes, c'est une entreprise de dératisation qui va intervenir régulièrement quand on dit technicien applicateur hygiéniste, c'est qu'on a aussi un rôle d'hygiène et c'est d'alerter les personnes sur les problèmes à risque. Exemple, dans 60% des cas, quand il y a des problèmes de rongeurs ou de souris, c'est que les poubelles sont ouvertes, c'est qu'il y a des trous dans les murs ou que les caves ou les locales poubelles sont délaissées. Du coup, on leur dit, nous, écoutez, on peut soit vous faites le ménage vous-même, soit vous prenez une société de ménage qui va faire l'entretien de l'immeuble. Et si vos poubelles sont tout le temps ouvertes, c'est que vous n'avez pas assez de poubelles. Du coup, il vous faut d'autres poubelles, puisque les poubelles ouvertes vont attirer les rongeurs, les insectes. D'accord. Alors, justement, on reposera la question à Mokrane tout à l'heure. Il aura peut-être quelque chose à nous dire en complément de cette information. Donc, Société Prodim. Donc, j'ai dit que c'était une société qui fournissait des produits, de l'équipement aussi pour les professionnels. Donc, potentiellement, c'est les entreprises de nettoyage qui interviennent en copropriété. Donc, je n'ai pas encore posé la question aux uns et aux autres de savoir quel type de produits ils utilisaient. Mais moi, je veux déjà savoir quel type de produit vous proposez. Alors, aujourd'hui, produit, mais comme vous le disiez, spécialisé dans la distribution de matériel et de produits dédiés aux professionnels et notamment aux entreprises de nettoyage. Sur la gamme produits, en fait, vous allez retrouver à la fois de la chimie, de la watt. Vous allez avoir aussi du petit matériel qui vous permet d'appliquer cette chimie, par exemple. On a aussi des petites machines et des grosses machines en fonction des besoins et de la configuration des lieux. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on propose des produits qui sont dans des grandes familles et qui sont nécessaires. Après, dans ces mêmes familles-là, vous allez avoir des gammes qui vont se distinguer. Je parle notamment de la chimie avec des produits bio ou biotechnologiques plutôt, et d'autres effectivement qui sont tout à fait standards. Mais après, en termes de matériel, on peut se différencier avec de l'aspirateur, de la monobrosse, de l'autolaveuse, de la balayeuse et autres, enfin tout ça. Mais c'est avant tout aussi un accompagnement avec nos clients, avec un service et une formation continue qu'on apporte. On a une expertise sur l'application. Justement, j'avais des questions à ce propos. Moi, ce que je voulais savoir, c'est dans quelle mesure est-ce qu'il y a des normes, est-ce qu'il y a des certifications et des labels qui permettent de garantir quand même l'efficacité de ces produits? Oui, il y a effectivement des labels, vous avez des normes, notamment en plus, elles se confirment davantage que les gens ne les connaissaient pas très bien, mais avec ce qui s'est passé depuis 2 ans, vous avez effectivement des normes qui sont liées au Covid, mais vous avez aussi des normes et des labels qui permettent de savoir si les produits sont désinfectants, s'ils ont un label alimentaire, enfin s'ils ont un contact alimentaire autorisé. Enfin, il y a tout plein de choses effectivement qui vous permettent de vous diriger et de vous indiquer l'efficacité ou non du produit en fonction de vos besoins. Alors, est-ce que vous-même, vous assurez quand même une petite formation pour l'utilisation de ces produits? Alors, aujourd'hui, le travail d'un technico-commercial chez Prodim, c'est d'évidemment proposer une solution adaptée aux besoins des clients avec à la fois une théorie. Effectivement, on va parler du produit, comment il est constitué, qu'est-ce qu'il peut faire comme résultat, mais surtout avec de la pratique. Donc, il y a des démonstrations qui sont réalisées en accompagnement avec le client pour voir si effectivement il y a un véritable résultat. Et on réalise en fait des mises en route, en règle générale, avec le matériel, et on effectue aussi des formations avec le personnel, de manière à ce qu'ils puissent utiliser à la fois le matériel, la chimie ou les produits dans les meilleures conditions et des meilleures manières. D'accord. Donc, on va revenir vers vous après. On fait comme ça, une espèce de table ronde où je pose des questions, où chacun intervient et c'est beaucoup plus sympa. Et puis même vous, si vous avez des remarques à faire par rapport à ou des compléments d'informations par rapport à ce que disent les uns et les autres, surtout, n'hésitez pas, levez la main et dites-moi, voilà, moi je veux dire quelque chose. Bon. Alors,
Donc, pour l'instant, on n'a pas eu encore. On a eu quelques questions déjà, donc on va pouvoir vous les poser. Donc, Mokrane, allez, on revient vers vous là maintenant. Et donc, moi, ce que je voulais savoir, donc on a un petit peu compris que bon, bah, il y avait peut-être quand même pour faire le choix d'une entreprise comme la vôtre par rapport à une autre, peut-être quelques critères aussi de qualité et aussi peut-être que bah, les copropriétaires ont des besoins et vont les exprimer au moyen, pourquoi pas, d'un cahier des charges. Donc, alors, est-ce que ça, c'est quelque chose qui est courant et que, alors, est-ce que vous, bon, bah, vous les aidez à rédiger ce cahier des charges? Est-ce que ça vous permet peut-être de faire une proposition à la copropriété? Voilà, je voulais avoir une information par rapport à ce sujet parce que souvent, on nous pose cette question. D'accord. C'est vrai que lorsque le syndic nous demande d'intervenir pour effectuer un devis, une proposition pour l'entretien, généralement, il y a eu des sociétés qui sont passées et donc il y a des cahiers des charges qui sont en place. Ça n'empêche pas que justement on revoit quand même tous ces types de prestations en regardant les besoins de la copropriété afin de moduler ce cahier des charges. Parce que des fois, on se rend compte avec le client que le cahier des charges, les prestations ne sont pas exactes avec les besoins justement de la copropriété. Et donc, on adapte le cahier des charges. Et pour les copropriétés sur lesquelles il n'y a jamais eu de cahier des charges, parce que, par exemple, ils sont passés par un employé d'immeuble et il n'y a eu que quelques prestations, on aide les copropriétés justement à mettre en place ce cahier des charges et à déployer justement les prestations. Voilà, alors justement, par rapport aux prestations que vous proposez, donc c'est en fait des prestations à la carte. Ça dépend vraiment des besoins particuliers de chaque copropriété. Mais vous, voilà, dans tout ce que vous pouvez proposer, qu'est-ce que vous avez dans le catalogue? Ah, d'accord. Dans le catalogue, bon, donc on fait de l'entretien et nettoyage courant, hein, voilà, ça on le sait. Il y a de la gestion des poubelles, donc la sortie et rentrée des poubelles. Il peut y avoir de la distribution de courrier. On fait de la prestation de gardien, hein, la mise en place de personnel. On fait de la remise en état aussi des parties communes, s'il faut nettoyer l'ensemble, ou bien de la reprise de sol, comme de la cristallisation, de la métallisation, du décapage. On a des départs encombrants, du lavage de parking. On a aussi développé, donc avec le Covid, une désinfection Covid qui permet justement d'assainir toutes les parties communes lorsqu'il y a eu des cas Covid dans la copropriété. Donc voilà, c'est vraiment tout ça, c'est on va dire la majorité des services. On a aussi quelques services encore associés hein, qu'on déploie en fonction des besoins. D'accord. Alors, donc je vais poser aussi quelques questions à Franck, là, qui est toujours là, qui est toujours avec nous. Alors, on a une petite question de Christian, donc ça tombe bien parce que c'est Franck qui va pouvoir y répondre. Donc, il nous demande s'il y a un répulsif non polluant alors, il met esthétiquement discret. Alors, je ne sais pas ce qu'il veut dire par là, mais en tout cas, pour repousser les chiens urinant dans les jardins, sur les lampadaires, les bancs, etc. Alors, il veut pouvoir repousser les chiens, mais sans leur faire de bobos. Il faut juste que ça soit répulsif. Alors, est-ce que ça, c'est quelque chose que vous considérez comme une prestation de l'as du nuisible ou est-ce que c'est l'entretien du coup qui va pouvoir gérer ça? Du coup, j'ai bien compris la question, c'est qu'il y a un problème de chien et il souhaiterait appliquer un répulsif pour éviter que les chiens viennent chez lui, c'est ça? Viennent uriner en fait dans leur jardin et voilà sur le banc, etc. Les chiens ou les chats? Alors là, il a dit chien, mais est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Il y a une différence entre les deux? Ah oui. Le problème, c'est que les chiens sont des espèces protégées et on ne peut pas faire grand-chose. D'accord. C'est juste un problème de propriétaire. Logiquement, les chiens ne sont pas censés se balader en liberté. Et du coup, à partir de ce postulat, les chiens ne devraient pas uriner n'importe où. C'est les propriétaires des chiens qui devraient éduquer. D'accord, donc c'est un peu comme pour c'est un peu un problème d'éducation, quoi. C'est ça. Là, on ne peut pas faire grand-chose. Malheureusement. Parce qu'il n'y a pas de répulsif. Malheureusement,
Pas qu'il nous appelle pour en savoir un peu plus sur son problème. Oui. Mais c'est vrai que c'est très, 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 très rare, que ce soit en ville ou à la campagne, d'avoir des chiens errants. Généralement, les chiens, ils restent D'accord. dans leur maison, dans leur villa. Et quand ils sortent, ils sont en accompagnant d'un maître ou d'une maîtresse. Donc, Alors, Franck, ça veut dire, ce qu'on a souvent comme question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire contre les chats? d'accord. Les chats, oui, malheureusement, il y a beaucoup de chats en France qui se baladent, qui urinent, etc. Ça, c'est une autre problématique. Mais contre les chiens, logiquement, les chiens ne sont pas censés se balader. Bon, et ben voilà, Christian, là, pour le coup, il faut éduquer son chien. Malheureusement, là, sur ce coup-là, on ne pourra pas l'aider. Non, alors j'avais une question, moi aussi, Franck, surtout sur la prévention, parce que bon, quand on appelle une société dans l'urgence pour traiter un problème et c'est déjà trop tard, est-ce qu'il n'y a pas quand même des dispositifs de prévention qu'on peut mettre en place pour éviter justement la prolifération des insectes, des animaux voilà, est-ce que ça se travaille Alors, en amont? justement, souvent, il y a des assurances qui proposent des assurances pour les immeubles, pour la dératisation, désinsectisation. Et du coup, en fait, le deal, c'est une assurance ne prend pas en charge si l'immeuble n'a pas un contrat de dératisation en préventif. Préventif, ça consiste à venir prévenir les risques des rongeurs et des insectes, par exemple cafards, souvent cafards, rats et souris, dans les parties communes, tout ce qui est cave, local à vélo, extérieur, on va mettre des contenants sécurisés avec des produits. Alors, ce sont des appâts, c'est pas du poison. Et l'objectif, c'est d'ouvrir les boîtes et de regarder s'il y a consommation ou pas. S'il y a de la consommation, on va comprendre qu'il y a une problématique et qu'il y a une présence de nuisibles sur le secteur, sur la copro. Et là, on va pouvoir agir. C'est des placebos, en fait, pour être transparent avec vous, qu'on va appliquer. Et l'objectif de ces placebos, c'est juste de savoir s'il y a présence ou pas. Au lieu d'attendre 3 mois, 6 mois ou 2 ans et de se rendre compte que ça y est, on est envahi, un peu comme les pompiers, et de se dire, il y a un petit feu, il y a une partie du canapé qui a brûlé, je peux utiliser un extincteur. Mais quand c'est tout le salon et la cuisine qui a cramé, là, malheureusement, il n'y a que les pompiers. Et quand ils interviennent, bon, aujourd'hui, c'est aux frais de l'État. Mais si c'était une société, ça coûterait bon. Et ben pour la dératisation et la désinsectisation, ça reste la même chose. Pour les cafards, on intervient une fois et idéalement, c'est bien 2 fois par an. On va appliquer un gel alimentaire pour vérifier et contrôler s'il y a présence d'insectes. C'est ce qu'on appelle les contrats préventifs pour les copropriétés. D'accord. Alors là, une petite question d'Anne-Marie aussi, là, j'en profite, qui nous demande si vous avez une proposition contre les pigeons. Oui. Alors pour les pigeons, en fait, faut savoir où ça se situe. Mais généralement, les pigeons, on traite avec, je vais faire du moins cher au plus cher. C'est le filet, c'est le moins cher, qui consiste à mettre un filet tout autour de l'immeuble. C'est pas très beau, mais au moins il n'y a aucun pigeon, aucun volatile qui va pouvoir se poser sur les barricades, sur les balcons ou sur les toits de l'immeuble pour éviter qu'ils chutent, puisque finalement, une des premières nuisances des pigeons, c'est leurs excréments. La deuxième solution la moins chère, c'est l'application de pic pigeon. Alors, donc moi, je voulais revenir un petit peu sur les produits, puisque c'est le sujet. Est-ce qu'il y a des produits qui sont particulièrement dangereux à manipuler avec beaucoup de précautions et peut-être des produits qu'on ne va pas utiliser dans les copropriétés? Alors oui, il y a des produits qui sont dangereux. Mokrane peut le confirmer. Il y a des produits qui sont acides et qui sont effectivement utilisés avec des EPI, donc des gants, des lunettes, des masques. Ce sont des produits qui sont là pour détartrer, par exemple. Il y en a d'autres, effectivement, qui sont moins acides et voire neutres, qui sont des détergents, mais qui ne sont pas non plus très, très bons à ingurgiter et qui peuvent être dangereux pour la vue. Non, tous les produits chimiques, effectivement, standards, sont pas bons pour la santé et ont des risques. Et ils ont des pictogrammes qui sont inscrits sur chaque bidon. Ce sont des produits qui sont concentrés et qui sont après dilués dans de l'eau avec un pourcentage bien précis. Malgré cette dilution-là, on peut quand même avoir des risques, mais qui sont moins importants qu'avec le produit pur, évidemment. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a aussi des produits qui sont proposés et qui sont peut-être moins utilisés, et ça c'est pour des raisons que j'expliquerai après, sont les produits qui utilisent la biotechnologie. Donc des produits à base d'enzymes qui vont pouvoir traiter le même travail, dégraisser, nettoyer,
les sols et autres surfaces, et qui, eux, présentent beaucoup moins de risques pour l'environnement, mais aussi bien pour l'homme. Je ne suis pas en train de dire qu'il faudrait le boire et que vous risquez rien, mais vous n'aurez pas grand-chose. Ils démontrent effectivement leur efficacité. Alors, juste une autre petite question, parce que ça, je voulais justement qu'on revienne un peu sur les innovations, c'est un gros sujet. Les produits qui sont les plus demandés en copropriété? Alors, ce sont des produits qui ne sont pas forcément innovants, en fait. On demande beaucoup les produits qui sentent, qui vont pouvoir dire à tout le monde que c'est propre. Aujourd'hui, en copropriété, la réalité… Après Mokrane, il va dire des choses, hein, parce que je sens qu'il acquiesce, il est content, il dit « Ah oui, c'est vrai ça !» Alors, pour couper 2 secondes, Moïse, c'est vrai que ça se croise. C'est la vérité. C'est la vérité. Mokrane, après, c'est pour vous. Voilà. Hein, donc. Au tout début, on parlait effectivement… la copropriété, vous le savez, c'est un groupe de personnes qui se regroupent autour d'un même sujet. Il faut une paix sociale pour que ça fonctionne. Quelque part, aujourd'hui, quand vous intervenez dans une copropriété, si vous utilisez des produits qui ne sentent pas, les copropriétaires vont dire ça ne sent pas, donc c'est pas propre. Et dans ces cas-là, on va se retourner vers le gestionnaire et ça collera pas. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, la partie biotechnologique n'est pas vraiment mise en avant ou ne fonctionne pas partout. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça ne sent pas. C'est propre, mais ça ne sent pas. Et ça peut poser problème. Et là, du coup, on risque de créer un nouveau problème social dans une copropriété. Et là, il faut trouver des solutions et c'est assez complexe. Par contre, vous avez des choses qui sont innovantes. Alors, je ne sais pas si Mokrane l'utilise aussi, mais certainement, mais peut-être pour des travaux un peu ponctuels. On a le nettoyage vapeur qui apparaît parce qu'il est efficace sur tout type de sol, quasiment, qui fait le travail très, très bien. Dégraisser, nettoyer, ça le fait. Ça ne sent pas, c'est vrai. Mais de voir la vapeur travailler et effectuer et laver, bah là, c'est plutôt validé et bien accepté. Le produit biotechnologique, qui est vraiment quelque part quelque chose de sûr pour l'environnement et pour la santé d'autrui, c'est pas encore tout à fait validé. On a effectivement des immeubles qui l'utilisent, mais c'est pas encore tout à fait dans les habitudes. Bon, et ben c'est pour ça qu'on est là ce soir, hein, pour essayer de faire passer quelques messages. Voilà, hein, et de parler aussi d'écologie, de choses qui sont recyclables, de biodéchets. Voilà, on vit dans notre temps, dans notre époque, et c'est important de pouvoir en parler. Alors, Moïse, merci. Donc, justement, allez, Mokrane, alors, quels sont les produits que vous utilisez? Et donc, c'est vrai qu'il y a des produits donc, qui sont peut-être, qui pour vous ont plus d'impact peut-être par rapport à votre mission, et des produits peut-être qui sont plus efficaces. Voilà, alors, je veux tout savoir. Alors, pour aller dans la continuité de ce que disait Moïse, hein, je veux dire, sur les copropriétés, nous aussi, on utilise tout type de produits, mais on tend de plus en plus à aller sur des produits écolabellisés, donc bio, et des produits justement qui sont sans pictogramme. Donc, là, c'est plutôt pour les copropriétaires, enfin pour la santé des copropriétaires et nos intervenants. La difficulté, comme disait Moïse, c'est qu'on a des copropriétés qui nous demandent de mettre des produits écologiques, enfin bio, et lorsqu'on les met en place, ils estiment que ça sent pas, il n'y a pas d'odeur, et donc ils pensent qu'on n'intervient pas, et donc on revient des fois en arrière un petit peu, et on met en place dans ce cas-là justement des produits sans pictogramme, qui ne sont pas forcément bio, mais sans pictogramme, et qui ont justement cette odeur-là. Il y a les copropriétés qui sont habituées à ce genre de choses. Donc, un eh ben oui, parce qu'en fait, il y a des idées reçues par rapport à ça. Exactement. Et là, par exemple, on a Amélie qui nous dit les produits écologiques sont moins efficaces que des produits chimiques. Est-ce que c'est une idée reçue ou est-ce que c'est vraiment fondé? Alors, Moïse, il pourra répondre aussi. Voilà, il pourra confirmer ou pas, mais c'est vrai qu'il y a certains produits qu'on ne peut pas utiliser, nous, au niveau biologique ou écologique, parce qu'ils ne sont pas assez puissants. Par exemple, on est en plein dedans, hein, on parlait justement des déchets et des conteneurs poubelles. Tout simplement, lorsqu'on veut intervenir pour assainir et désinfecter justement les conteneurs poubelles, il y a pas mal de produits bioécologiques qui sont un peu, on va dire, légers. Donc, et là, sur cela, on fait un petit peu le choix d'utiliser des produits un peu plus costauds. Voilà, c'est ça. Mais voilà, on va dire que c'est le seul endroit ou bien pour des prestations techniques. C'est les seules prestations pour lesquelles… Bon, est-ce qu'il est d'accord avec ça, Moïse?
Aïe, aïe, aïe. Aujourd'hui, Le débat est là ce soir. En fait, moi, je parle vraiment de biotechnologie, donc c'est assez limite, évidemment. C'est assez limite. Il y a aujourd'hui une grande entité connue outre-mer qui est reine dans la matière, avec qui on travaille depuis des années, qu'on promouvoit toujours et qui, effectivement, aujourd'hui, ces produits ont fait preuve depuis une vingtaine d'années dans des entreprises publiques ici en France qui sont utilisés. Alors, je vais vous donner une idée, mais SNCF, par exemple, qui aujourd'hui ne voit que par ces produits. On a des limites. Alors, en fait, ça dépend du domaine. Pour laver, effectivement, il n'y a pas de problème. Les produits biotechnologiques, avec un bon dosage, sont très efficaces. Laver, c'est laver des sols, des surfaces. Dégraisser, on a aussi la solution parce que c'est utilisé ici dans des cuisines professionnelles. Après, sur la partie acide ou détartrage, on va dire, on n'est pas encore au top. Ce n'est pas la première chose qu'on préconisera si effectivement on doit rentrer dans du curatif. Maintenant, si on est dans une notion de préventif et qu'on est effectivement appliqué et qu'on sait maîtriser le dosage et qu'on sait le faire, oui, on peut avoir du résultat. Donc aujourd'hui, ça a fait ses preuves, ça a évolué depuis une vingtaine d'années et on a des très bons résultats. On fait des tests aujourd'hui régulièrement auprès de différents clients de différents univers et c'est de plus en plus validé. Et comme l'a dit Isabelle tout à l'heure, faut pas oublier que Prodim, c'est la centrale d'achat du groupe Honnête. C'est énormément de milieux touchés par notre prestataire, enfin par nos hommes, en grande distribution, dans les transports ferroviaires, aéronautiques et autres, industrie, santé. Et ces gammes de biotechnologie apparaissent de plus en plus. Elles font leurs preuves. Hein. Elles font leurs preuves. C'est juste une question de dosage et d'application. C'est le côté péjoratif que je vais dire. En fait, avant, on faisait un peu du glouglou. On en mettait trop, on n'en mettait pas assez et on avait soit trop de mousse ou pas assez de trucs. Là, il y a vraiment c'est millimétré et ça peut marcher. Maintenant, il y a des situations effectivement où on est c'est déjà trop tard, on va dire. Ou alors on est vraiment, comme vous disiez, sur la partie déchets, les containers et autres. On aura moins d'efficacité. Alors, on va repartir sur Mocrane parce qu'on a eu quelques questions. Donc, il y en a qui nous ont demandé, oui, parce que Jean-Paul nous demande, est-ce que vous faites la distribution du courrier? Alors oui, effectivement. On intervient sur des copropriétés sur lesquelles on peut faire que de la distribution de courrier, puis de l'entretien régulier. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on va mettre une personne en place complète, à temps plein ou la moitié de la journée. Donc, notre force aussi est là, c'est qu'avec la concentration qu'on a sur les immeubles et les contrats dans Paris et l'Île-de-France, c'est qu'on peut intervenir sur des prestations courtes sur lesquelles on va faire uniquement de la distribution de courrier ou de l'entretien du hall plus la distribution de courrier. Et on peut mettre en place, bien sûr, évidemment, des contrats sur lesquels il y a des gardiens en place. D'ailleurs, ça tend de plus en plus. Les demandes des syndics de copropriété commencent à tendre un petit peu sur ces services-là, sur la mise en place de personnel pour prendre en charge toutes ces prestations-là. Alors, autre question d'Eliane, et c'était un point qu'on avait abordé au tout début, donc c'est intéressant d'y revenir. Elle demande, par exemple, que si on change de société de nettoyage, est-ce qu'on va conserver le personnel qu'on avait? Alors, pas forcément. C'est-à-dire qu'il y a des conditions, mais ça peut arriver. Donc, c'est ce qu'on appelle l'article 7 de la Convention collective des entreprises de propreté. Donc, sous certaines conditions, on est amené à reprendre le personnel. Donc, grosso modo, les conditions, on va dire, les plus importantes sont que cette personne fasse un tiers de son temps de travail sur cet immeuble ou cette résidence par rapport au temps d'intervention qu'il a dans la société. Donc voilà, et qu'il soit sur place depuis au moins 6 mois. Donc ça, c'est les 2 grosses conditions. Et ensuite, il y a bien sûr aussi des conditions administratives. Il faut qu'ils soient en règle au niveau de la médecine du travail et autres. Donc, mais il arrive des fois qu'on récupère du personnel sur des immeubles. Et pas forcément en plus des gros contrats. Il y a des fois, on récupère aussi du personnel sur des petits contrats, puisque personne peut-être travaille avec la société sortante, mais uniquement pour cet immeuble-là. Donc, ce qui fait qu'en réalité, on récupère 100% de son temps avec cette société sur cet immeuble. D'accord, parce qu'en fait, la facilité aussi qu'on a avec une entreprise comme la vôtre, c'est que si le personnel ne nous convient pas, si le travail ne nous convient pas, on est engagé sur combien de temps? C'est des contrats qui sont sur sur quelle durée? Alors nous, comme on travaille sur des relations de confiance et de partenariat, donc on a décidé à part les très gros contrats,
mais des contrats standards, il n'y a pas de date d'anniversaire. On ne bloque pas nos clients. Donc, il y a juste une question de préavis qui va de 1 à 3 mois. Et ils peuvent résilier à tout moment, puisque ça, Bon, c'est aussi une force. C'est une question de qualité. Oui, là, en fait, vous avez confiance en vous, vous avez confiance et vos clients ont confiance en vous parce que c'est vrai que quand on fait des garanties satisfaits ou alors c'est pas satisfait ou remboursé, mais satisfait ou résilié. Ouais, ou bien C'est- satisfait ou satisfait. Voilà. alors, le mieux, c'est satisfait et conservé. Voilà, Conservé. c'est ça, exactement. Exactement. Mais je rassure quand même Mm. Eliane Bosson. Donc, dans ce genre de cas, généralement, on essaye de trouver une solution et de rendre service au client. Bah oui, parce que si on Quand- aime bien son personnel, bon, c'est vrai que c'est embêtant, donc ça tourne et que le turnover, de voir tout le temps des nouvelles têtes, etc. Bon, Ça, dans ces cas-là, généralement, c'est assez facile, entre guillemets. C'est-à-dire, si la propriété est satisfaite, on peut faire en sorte de s'arranger de récupérer le salarié et de le maintenir. On peut d'accord. faire un contrat avec lui. Mais c'est dans le sens inverse, c'est un peu plus compliqué. C'est que généralement, la copropriété veut changer de société parce qu'ils ne sont pas forcément satisfaits du salarié, de l'intervenant. Et là, justement, c'est un peu plus compliqué parce qu'on le récupère. En même temps, donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait en sorte de mettre en place un suivi des prestations, une formation sur nos techniques d'intervention de nettoyage. Et grâce à nos encadrants qui sont très présents. Et par la suite, on fait un point 2, 3 mois après pour voir si ça s'est arrangé. Si ça s'est arrangé, tant mieux, on continue dans cette lancée-là. Si ce n'est pas le cas, on fait en sorte de trouver des solutions pour peut-être mettre en place une autre personne qui interviendra. Mais dans tous les cas, on est là pour satisfaire les clients, on est là pour eux. Donc, Ah, bien on fait en sûr. sorte de trouver Alors, des solutions. je Mais vais, c'est je vais, grâce à notre taille qu'on peut le faire. C'est vrai que des plus petites sociétés n'en veulent pas forcément. d'accord. On reviendra sur certains points. Là, avec Moïse tout de suite, puisqu'on a commencé à parler donc d'innovation tout à l'heure. Donc, on a des produits qui vont forcément évoluer. Alors, est-ce qu'elles évoluent? Elles évoluent aussi avec les risques, des nouveaux risques qui apparaissent, des nouveaux problèmes qui apparaissent. Donc, on a évoqué la crise du Covid et peut-être donc vous avez été amené à produire ou développer de nouveaux produits pour faire face peut-être à cette pandémie. Donc, dites-nous un peu, racontez-nous un peu, Moïse, comment ça s'est passé pour vous. Alors, pour expliquer effectivement le développement et l'évolution des innovations qui sont liées au Covid, il faut parler effectivement du contexte qui s'est développé depuis 2 années. On a énormément de clients les demandes ont accru. Enfin, vous l'avez bien vu, hein, demande de pays, demande de gel, demande de solutions le plus adapté en fait. Donc au début, ça a été un peu très simple. C'est je veux du gel, je veux un désinfectant, je veux un microfibre, je veux des gants, je veux des masques. Enfin, ça a été un peu la folie. Et évidemment, il y a des choses qui se sont démarquées. Donc nous, aujourd'hui, on a des produits et du matériel qui s'est développé. Alors, on n'est pas les seuls à le faire, évidemment, mais il y a beaucoup de produits qui sont sortis avec une désinfection par brumisation de locaux ou de surfaces, qui implique effectivement l'utilisation d'une microfibre pour essuyer les zones qui seraient mouillées. Donc ça, c'était une méthode. Aujourd'hui, nous, on a des systèmes en fait qui nous permettent toujours à l'aide d'une chimie qui est totalement biologique et sans risque pour l'homme de faire en fait une désinfection de surface et de lieux à l'aide de nuages secs, donc qui n'humidifient pas. Donc on peut l'utiliser sur des équipements électriques sans risque. On peut l'utiliser dans la même pièce quand vous êtes là, sans que ça puisse vous obliger effectivement à sortir et à laisser la pièce aérée. Enfin voilà. Aujourd'hui, on a des clients en collectivité et en privé qui l'utilisent. Donc, on a même la PHP qui est très intéressée par ce type de matériel. Et c'est des choses aussi qui sont efficaces parce qu'il y a des certificats. Évidemment, on ne vous parle pas en disant voilà, ça désinfecte et ça marche. Non, il y a des certificats, des labos qui valident. Et on a aussi la possibilité de vous dire voilà, vous pouvez désinfecter 10 mètres carrés en 1 minute, qu'à l'aide d'un bidon de 5 litres, vous allez pouvoir faire 5000 mètres carrés. Et ça, en plus, on va dire un rapport qualité-prix qui est nécessaire. Et je dis bien un rapport qualité-prix, c'est un peu péjoratif, mais il faut quand même le dire. Désinfecter, c'est une chose. Surdésinfecter, c'est pas bon non plus. Et il ne faut pas effectivement mettre des 1000 et des 100 pour le faire. Il faut juste avoir le bon outil adapté à ce qu'on veut et comment le faire. Donc, il y a plein d'outils, effectivement, de matériel qui ont été mis en place pour désinfecter des lieux, des locaux, ou alors des véhicules ou des espaces restreints.
de par la fréquentation des personnes et leur utilisation. Je parle bien d'ambulance, on ne désinfecte pas une ambulance de la même manière qu'une chambre, par exemple. Donc, il y a ces choses-là qui sont venues et vous avez de la chimie qui l'accompagne. Et effectivement, c'est poussé à un tel point qu'on a cherché des produits qui ne soient pas nuisibles à l'homme parce qu'on veut désinfecter de manière simple et sans contrainte. Aussi bien pour l'utilisateur qui va le mettre en place que le client ou la personne effectivement qui souhaite que ça soit désinfecté. Alors, merci beaucoup, Moïse. Donc, on a encore plein de questions pour Franck. Alors, bon, on était parti sur les produits un peu toxiques et dangereux que vous utilisez ou que vous ne pouvez pas utiliser. Franck, est-ce que vous pouvez nous redire un petit mot par rapport à ça? Alors, j'expliquais en fait, pour intervenir sur les rongeurs et les insectes, on peut intervenir de manière mécanique avec des plaques de glu, avec des machines qui vont attraper les rongeurs. Donc, c'est des pièges électromécaniques. Ou alors, la lutte raisonnée ou biocide, c'est on va utiliser des poisons, des produits chimiques pour éradiquer la présence d'insectes ou de rongeurs. Et pour manipuler ces produits-là, il faut une certification et seules les personnes qui ont cette certification peuvent utiliser ces produits-là. Pour en revenir tout à l'heure au débat, aujourd'hui, malheureusement, la seule solution la plus efficace que j'ai pu trouver, c'est malheureusement, c'est les produits chimiques. Ça nous arrive d'utiliser des solutions alternatives, donc de ne pas utiliser de produits chimiques quand on est sur des interventions sur de faibles infestations. D'accord. Alors, juste encore une autre question. Il y a des choses qui se passent là et ça évolue et ça prend des proportions incroyables dans les grandes villes, notamment les punaises de lit. On a aussi eu une infestation de rats. Alors, parce qu'il faut vous adapter, parce que ça, c'est peut-être des choses qu'on ne Alors, voyait pas avant justement, et des demandes qui arrivent en masse. Punaises de lit, ça fait longtemps qu'on en voit arriver. En 2020, c'est 400 000 sites qui ont été touchés, sur lesquels on est intervenu. Donc, oui, c'est un sujet qu'on maîtrise. Alors, justement, j'en reviens sur punaises de lit. Pour traiter punaises de lit, il y a 3 méthodes, allez, même 4. Il y a les traitements chimiques, la chaleur ou le froid. Ou les solutions raisonnées, c'est par exemple, on va utiliser la terre de diatomée, des plaques de glu, des phéromones et du froid ou de la chaleur. Malheureusement, ces solutions-là restent moins efficaces qu'un traitement chimique. D'accord. Alors, est-ce que quel conseil vous pouvez donner dans les copropriétés quand il y a une infestation comme ça? Qu'est-ce qu'il faut surtout pas faire ou comment Alors, on peut éviter le pire? Présence de punaises de lit dans l'immeuble. Ce qu'il faut faire, c'est important d'expliquer que ce n'est pas un problème d'insalubrité, que c'est parce que les gens sont sales. C'est un insecte qui vient dans les appartements, un peu comme le Covid, c'est la faute à pas de chance. Vous avez été quelque part en vacances, en voyage, dans un endroit où il y en avait, où quelqu'un en avait chez lui, et puis vous en avez apporté. C'est vraiment pas de votre faute. Ça, c'est la première chose à dédramatiser. La seconde chose, c'est d'en parler. Dès qu'il y a quelqu'un qui est touché par des punaises de lit, c'est d'en parler. Et l'objectif, c'est de suivre l'évolution. Est-ce que c'est qu'un appartement? Est-ce que c'est plusieurs appartements qui sont touchés? Est-ce que ça se balade dans le couloir? Souvent, l'erreur que les personnes font, c'est j'ai des punaises de lit, je prends toutes mes affaires, je les jette. Alors, aujourd'hui, il n'y a pas besoin de tout jeter, sauf dans certains cas. Et encore, quand on doit jeter, on a une prestation où on fait appel à des entreprises de débarras ou de nettoyage qui vont récupérer les éléments. Et en fait, il y a une méthodologie pour récupérer le matelas. Le problème, c'est qu'un matelas ou un canapé ou un sommier ou un lit rempli de punaises, quand on sort de la maison, on va le sortir, le traîner sur le sol, sur les paliers, sur les parties communes, dans l'ascenseur, et il y a des œufs et des punaises qui vont tomber. Du coup, cette présence-là d'insectes qui n'étaient pas présentes dans les parties communes vont être présentes dans les parties communes et vont aller se faufiler chez les chez d'autres personnes, chez les voisins. Donc, la première chose, c'est que dès que vous avez une présence, c'est d'en parler. Si vous souhaitez absolument vous débarrasser des punaises de lit, ce qu'il faudra faire, c'est en parler. Et si vous voulez jeter vos éléments, c'est de bien les emballer avec un film. Filmer vos éléments, appeler la commune, la mairie, expliquer que vous avez un problème de punaises de lit, qu'il y aura, vous allez mettre dans l'après-midi ou le lendemain ou le surlendemain vos éléments en bas devant l'immeuble et la mairie viendra récupérer les éléments.
L'objectif, c'est d'éviter que ça se propage plus que ce que ça s'est déjà propagé. La deuxième chose, c'est pour éviter d'avoir des problèmes de punaises de lit, il y a quelques petites méthodes, quelques tips qu'on peut donner, mais aujourd'hui, il n'existe aucun traitement chimique ou non chimique pour prévenir contre les risques. Alors, on va revenir un petit peu avec Mokrane aussi pour finir encore quelques questions. Alors, qu'est-ce que j'avais comme question? Oui, alors c'est important aussi de savoir par rapport au personnel, aux employés que vous avez, si vous avez mis en place une qualification ou des formations pour que justement ces personnes, elles sachent utiliser le matériel, elles sachent utiliser les produits, elles aient une connaissance de l'utilisation des bons usages de chaque produit pour en faire, pour que ça soit le plus efficace possible. Donc, comment ça se passe, Mokrane? Alors, effectivement, tous nos salariés sont formés, reçoivent une formation initiale sur le nettoyage des parties communes dès leur arrivée dans la foulée, que ce soit une formation au niveau technique ou bien des gestes et postures, puisqu'il y a aussi justement la façon de faire. Et on reçoit également aussi des formations sur les produits et le matériel. Donc, puisque c'est pour ça aussi qu'on a orienté nos produits vers des produits on va dire, sans pictogrammes ou écolabellisés. Et aussi pour éviter à nos salariés peut-être de faire des mélanges sans faire exprès entre produits qui pourraient dégager des gaz ou autres. Donc, ces formations sont importantes pour que nos salariés puissent utiliser tout ce qu'il faut en produits et en matériel et qu'ils puissent intervenir dans des conditions sereines. Et que ça soit aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, auprès des résidents, qu'il n'y ait pas de risque. Alors moi, j'ai encore une dernière petite question. Est-ce que parfois, dans certains immeubles où vous intervenez, vous rencontrez des difficultés pour faire votre métier? Par exemple, il y a des problèmes d'accès au local poubelle, il y a des problèmes pour sortir les poubelles sur la voie publique. Vous devez remplacer le gardien, mais bon, il se trouve que, je ne sais pas, la loge n'est pas accessible. Ou voilà. Est-ce que ça arrive, ça? Alors, ça peut arriver des fois qu'on ait des petits couacs, mais notre force aussi, c'est encore une fois notre concentration et nos agents qui sont un petit peu des agents de quartier. C'est-à-dire qu'ils se retrouvent, qui peuvent intervenir partout dans leur secteur. Ils sont parfois sur un ou deux arrondissements seulement, puisqu'ils sont concentrés sur leurs immeubles, ce qui fait qu'on peut être très réactif. En cas de problème, ça nous arrive des fois d'avoir des problèmes d'accès. Nos responsables de secteur vont prendre tout de suite le relais, vont appeler, vont contacter les syndics et leur demander justement des accès. Donc, ce qui fait que le responsable de secteur va se déplacer, va aller les récupérer pour régler très rapidement le problème. La réactivité est un de nos points forts et ça, c'est dû aussi grâce à nos relations très étroites avec les syndics. Et il y a aussi également avec les conseils syndicaux, puisque lorsqu'on met en place un contrat, le conseil syndical est rencontré déjà en amont pour l'établissement du devis, mais ensuite lors du démarrage, ce qui fait qu'on récupère aussi quelques contacts importants. Et en cas de problème, on peut intervenir très rapidement. Alors, il y a Eliane qui nous demande, alors là, s'il y a des soucis, donc on a compris qu'il y avait des responsables de secteur qui intervenaient et qui remontaient l'information tout de suite au syndic pour régler la difficulté. Mais Eliane pose une question intéressante. Elle dit, est-ce que vous passez aussi sur le terrain par la suite pour savoir si les prestations sont de bonne qualité, si tout a été effectué de la bonne façon? Est-ce qu'il y a un service qualité? Voilà, est-ce qu'il y a un suivi? Bien sûr, il y a des suivis et des contrôles qualité qui sont mis en place. Alors, juste avant Mokrane, parce qu'il y a Moïse Pinero qui doit nous quitter. Et donc, voilà, donc il me met un petit mot dans le chat. Très poliment, je ne voulais pas vous couper. Voilà, non, mais bon, on va quand même vous dire au revoir. On va quand même vous dire au revoir, vous remercier. Merci beaucoup. Et puis s'il y a des questions par la suite, et puis s'il y a des choses à compléter, pas, on reviendra vers vous. Aucun problème. Et les présentations que vous nous avez transmises, on va bien sûr les diffuser auprès des participants qui auront vos coordonnées. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Merci. Bonne soirée à vous tous. Bonne et à bientôt. Soirée. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.
Voilà, donc nous, on avait dit jusqu'à 19h30, mais ce n'est pas toujours facile d'être là jusqu'à 19h30. Bon, ben, c'est très bien, comme ça, on garde Mokrane avec nous jusqu'au bout. Il voulait partir, il ne peut plus, là, maintenant. Non, on est là pour ça. J'avais bloqué. Il est coincé. C'est le dernier qui reste, c'est fini. Ah ben voilà. Avec plaisir, on est là. Bon, alors, oui, alors on disait Alors, bon, le service après-vente, là, la vérification de la qualité de la prestation. Donc, effectivement, je vous disais qu'il y avait bien évidemment des contrôles qualité qui étaient effectués. Donc, il y a alors pour la contrôle des prestations, il y a soit des contrôles qualité qui sont mis en place directement par le chef d'agence et le responsable de secteur, des fois en collaboration avec le conseil syndical et le syndic. Et il y a aussi des contrôles aléatoires, je veux dire, sur lesquels le responsable de secteur va passer sans prévenir, bien évidemment, le salarié, parce que sinon, c'est plus un contrôle. Donc, voilà. Visite surprise. Et voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Et pour voir justement si le travail est effectué. La difficulté aussi, c'est que il faut, lorsqu'on intervient sur des contrôles qualité, et ça, c'est vrai que certains copropriétaires n'arrivent pas forcément à le caler dès le début, c'est que sur des résidences sur lesquelles on va intervenir une fois par semaine, eh ben, il va falloir effectuer le contrôle juste après l'intervention. Puisque sinon, après, c'est clair que 2 jours après, il y a déjà des choses à redire. Donc, ah bah oui, non, mais c'est ça la difficulté, c'est ça, c'est qu'il faut intervenir, si on laisse passer trop de temps, ben, et c'est normal qu'il y ait à nouveau du ménage à faire. Donc il faut vérifier les choses une fois que c'est au moment où ça se fait ou juste après. Voilà, c'est ça. Et donc, ce qui fait que, bien évidemment, il y a des contrôles qualité qui sont remontés. Et il y a toujours un compte rendu qui est fait par la suite au syndic. Okay. Et aussi, des fois, en copie le conseil syndical. Voilà. Donc, elle nous demande est-ce que c'est inclus dans le contrat et à quel rythme vous faites ces contrôles? Alors, ces rythmes sont adaptés aussi en fonction de la copropriété, en fonction des prestations. D'autant plus qu'en plus des contrôles, il y a nos responsables de secteur qui passent souvent pour rien que pour alimenter l'immeuble et le salarié en produits ou en matériel. Donc, ce qui fait qu'en plus de ces prestations-là, il y a le responsable de secteur qui passe très souvent pour alimenter un produit. Et donc, il en profite pour jeter un coup d'œil, voir si les prestations sont faites. Donc, ce qui fait que des contrôles sont faits. Ça peut aller d'une fois par semaine à une fois par mois, à même par trimestre, ou bien 2 fois dans l'année. Ça dépend vraiment de la taille de la copropriété et du besoin de la copropriété. Mais surtout, au démarrage, on fait en sorte justement d'être très souvent présent. Pour des grosses propriétés, comme je vous ai dit, on va y aller une fois par semaine dès le début. Et ensuite, on va y aller une fois par mois. Pour des copropriétés, on va dire, qui le nécessitent moins, ce n'est pas qu'une question de taille, c'est aussi qui le nécessitent, puisqu'on a quand même des agents chez nous qu'on appelle des agents étoiles. C'est des agents qui sont très formés, très qualifiés. Je n'ai pas entendu, Mokrane. Des agents comment? Des agents qu'on appelle chez nous des agents étoiles. C'est des agents, voilà, c'est des agents qualifiés, très autonomes et qui ont pas mal de compétences. Donc, ces salariés-là, par exemple, peuvent quasiment gérer l'immeuble un peu d'eux-mêmes. Mais bien évidemment, il y a toujours un responsable de secteur qui vient contrôler. Et donc, ceux-là, par exemple, vont nécessiter moins de passages de contrôle. C'est pour ça que je vous dis, on l'adapte vraiment en fonction de la copropriété. D'accord. Il y a toujours qu'une seule personne ou ça peut être plusieurs personnes qui interviennent? En intervenant, non, il peut y avoir des binômes et on a même certaines grosses résidences. Si je prends l'exemple ici, dans le 15e, on a une grosse résidence de près de 800 logements. Donc, c'est plusieurs personnes qui sont sur place. Si je ne dis pas de bêtises, ça doit être 4 personnes ou 5 qui sont là-bas à temps plein. Donc, voilà, ça va vraiment de la petite copropriété, l'immeuble haussmannien de 5-6 étages à des grosses résidences de plusieurs centaines de lots. D'accord. Bon, je pense qu'on est presque dans les temps. Donc, s'il y a encore 1, 2, 3 autres questions, peut-être que vous voulez poser à Mokrane Tilouta, c'est maintenant. Peut-être que Mokrane, qu'il a un petit mot de conclusion aussi. Peut-être qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé ou une information qu'on n'a pas. Il y avait une petite chose, peut-être qui est en relation avec ce qu'on disait sur le tri des déchets. Donc, juste une petite parenthèse, utile et agréable, justement, c'est la seule entreprise de propreté qui est signataire d'une charte de la gestion des déchets dans l'habitat privé et le logement social à Paris. Donc, justement, ça me faisait penser c'est Jean-Jacques, c'est ça, qui était là
Oui, tout à fait. Voilà, oui. Ça, exactement. Et on est la seule société qui est signataire et tous nos salariés justement qui gèrent la sortie et rentrée des poubelles, qui sont des salariés à part qui n'interviennent pas sur le ménage, ont été formés par la mairie de Paris à cette gestion des déchets, puisque depuis 2019, la mairie de Paris a développé justement le tri des déchets, que ce soit sur tout ce qui est tri sélectif, mais également sur pas le compost, mais les tri des déchets alimentaires. Et donc, nous sommes. En fait, j'avais noté cette question, je l'avais notée, mais j'ai oublié de la dire. Voilà, exactement. Donc... J'avais mis comme question, êtes-vous formé au tri des déchets? Donc, je l'ai. Voilà, justement, je me suis dit, c'est bien qu'on en parle, puisque c'est tout en rapport complet avec. Non, mais bon, dans le feu de l'action, voilà. Et justement, c'est très bien, parce que c'est vrai qu'on est la seule société, on est fiers. Voilà. Et on aide justement, le but, c'est d'aider à augmenter la qualité et la quantité des déchets triés en vue de leur recyclage et à améliorer la formation de tous. Ça, on en a parlé du tri des déchets parce que je pense que c'est quand même important aussi pour nous. Et puis aussi de produire de moins en moins de déchets, c'est bien aussi. Donc... bien évidemment. Et quand on regarde justement le nombre de conteneurs qu'il y a dans des copropriétés, et c'est quand même à Paris, c'est quand même du lundi au samedi, le passage des déchets, même peut-être dimanche. Oui. Mais c'est indispensable, parce que voilà, sinon ça déborde, c'est de la folie. C'est ça. Oh là 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 là. Donc Mokran Tiluta pour la société utile et agréable. Nous avions Jean-Jacques Fasquelle pour la société Compostory. Franck Dabi pour la société L'As du Nuisible. Donc vous avez bien les noms des sociétés. Et nous avions Moïse Pinero qui représentait la société Prodim du groupe Honnête. Voilà. Et si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. Vous nous les posez par la suite sur notre adresse email contact@monimmeuble.com et nous transmettrons à tous nos experts de ce soir pour qu'ils puissent vous répondre le plus rapidement possible. Vous avez également mis dans le chat et vous les retrouverez sur le site les 2 articles qui parlent du sujet du soir, donc du nettoyage et de la gestion des déchets. On va pouvoir vous dire au revoir, vous remercier à tous pour tous ceux qui sont restés avec nous jusqu'au bout. On vous souhaite à tous une très belle soirée et puis on vous dit à très vite dans les pages de monimmeuble.com. Et voilà, on est très fiers aussi d'accueillir Mokran Tiluta, qui est d'ailleurs, que vous allez retrouver puisqu'il est membre du club MI Pro. Et donc, à ce titre, régulièrement, il fera des petits Allô l'expert, on lui posera des petites questions, il interviendra sur le site. Et puis également, c'est la même chose aussi pour Moïse Pinero, qui lui aussi est membre du club MI Pro. Donc voilà, vous les retrouverez régulièrement dans les pages de monimmeuble.com. Merci également. Voilà, belle soirée.